Salut tout le monde, salut Médoc. Salut Thierry. Bienvenue dans un mini classé 18+. Oui, donc d'habitude on le fait assez souvent quand même. Ouais, on n'a pas beaucoup de contenu, etc. Là c'est vraiment vrai, on n'a pas beaucoup de contenu du tout. Mais il y a une raison à cela, il n'y a pas d'actu. Donc, et nous, clairement, on ne va pas chercher à remplir pour remplir. Donc on met vraiment en avant les titres qui nous intéressent le plus. Et là en plus on était confronté à certains choix assez drastiques. On avait fait un reportage, on avait prévu un reportage en fait dans ce classé du plus sur un jeu qui s'appelle Enemy Front. Et au final, lors de la présentation du jeu qui a été faite avec une interview développeur, etc., c'était pas génial. Le jeu clairement méritait pas qu'on développe un gros contenu dans ce 18+. Donc on va en parler dans les news, mais brièvement ça mérite pas plus. Donc voilà, ça c'est dit. Et maintenant on va voir tout de suite le mini sommaire. Et on commence avec la critique de Daylight. Suivi d'un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Tout à fait. Mais tout de suite, les news. C'est pas la taille qui compte. Sorti en 2011 sur Xbox 360 et PS3, Blood Rain Betrayal sort enfin sur Windows via l'éditeur indépendant Midnight City et le studio de développement Abstraction Games qui s'était occupé du portage de Hotline Miami sur PS3 et PS Vita. Cette conversion fera prochainement l'objet d'une critique développée et d'un Retro Magic 18+ consacré à la saga de Rain, la vampire ultra sexy se nourrissant du sang inhumain de ses ennemis. Ce hack and slash se rapproche un peu de Bayonetta dans l'esprit et le fanservice assumé, mais en 2D. L'accès anticipé à Serious Sam Classics Revolution est actuellement disponible sur Steam. Cette version comprend les deux premiers FPS de la série, soit The First Encounter et The Second Encounter, respectivement sortis en 2001 et 2002. Le projet est porté par Alligator Pit, une équipe de développeurs fans de la saga, avec l'aide de Croteam. L'alpha du jeu actuellement disponible comprend déjà une intégration complète des fonctionnalités Steam, du multicop à 42, un tout nouveau mode survie, les classiques Score Match, Deathmatch et les inédits Team Deathmatch, Capture the Flag et Control Zone. En gros, il intégrera une tonne de nouveautés, mode, armes, map, créées par la communauté de fans et bénéficiera d'un nouveau moteur 3D, d'un éditeur de niveau et d'une campagne débuggée. Co-développé par le studio polonais CI Games et le studio allemand Deck 13, Lords of the Fallen est un action RPG annoncé sur PS4, Xbox One et PC. Les images que vous voyez en ce moment se focalisent sur l'un des aspects clés du jeu, la notion de challenge. Si Lords of the Fallen a pu être comparé au Dark Souls, ce n'est pas pour rien. Le joueur devra apprendre dans la douleur et expérimenter de nombreuses armes et équipements avant de pouvoir espérer progresser. Bien que présente, l'histoire du jeu devrait être en retrait, les développeurs et en particulier son chef de projet Thomas Gopp, le producteur de The Witcher 2, ayant décidé de se concentrer sur l'expérience du joueur. À propos d'expérience d'ailleurs, celle-ci devrait être gérée de façon inhabituelle dans Lords of the Fallen, enfin, pour qui n'a jamais joué à Dark Souls. L'XP n'est pas consommé mais stocké avec le joueur. S'il meurt, il perd tout et doit revenir à son fantôme pour espérer la récupérer. Et s'il meurt en chemin, toute l'expérience préalablement gagnée est perdue définitivement. À ce concept s'ajoute une mécanique basée sur la notion prise de risque versus récompense. Plus le joueur transporte d'XP, plus il en gagnera, au risque bien sûr de tout perdre. Reste à voir si ce jeu sera plus qu'un simple clone de Dark Souls, mais les amateurs de challenge devraient être servis. On parle maintenant d'Enemy Front, un FPS estampillé Seconde Guerre mondiale qui nous a été récemment présenté dans les locaux de Square Enix. Selon le développeur polonais CI Games, le jeu propose une expérience beaucoup moins linéaire qu'un FPS du même genre. Le joueur peut ainsi opérer de différentes manières pour atteindre ses objectifs, en donnant dans le run and gun, la discrétion, le sabotage ou encore le combat à longue distance à l'aide d'un snipe. Des features qui, quel que soit l'angle par lequel on nous les présente, ne sonnent vraiment pas originales. Tout comme le thème de cet Enemy Front d'ailleurs qui nous resserre une nouvelle fois de la Seconde Guerre mondiale, avec une petite nuance toutefois puisque l'on nous placera du côté de la résistance. Vous incarnerez ainsi Robert Hawkins, un correspondant de guerre américain qui participera à différentes missions et événements historiques comme le soulèvement de Varsovie par exemple. Pour être tout à fait honnête, nous n'avons clairement pas été convaincus par cette présentation. L'IA semblait complètement bancale et la réalisation un peu à la ramasse, ce qui est inquiétant à quelques semaines de la sortie. On attendra toutefois d'avoir le jeu en main pour se prononcer de manière définitive, mais on vous invite tout de même à être vigilant sur les précommandes, le risque de déception étant potentiellement grand. On continue ces news avec ce court trailer de Mad Max dévoilé il y a quelques jours. Un trailer essentiellement centré sur les rixes motorisés.
Des cascades, des explosions et de la tôle froissée dans tous les sens donc, qui nous laissent penser qu'Avalanche Studios, à l'origine de la très honnête série des Just Cause, est sur la bonne voie. Mad Max ne proposera pas que de la violence véhiculée, on a donc hâte de voir un peu plus en détail à quoi ressembleront les phases d'action à pied. Prévu pour 2015 sur la current gen, mais aussi sur 360 et PS3, on sera évidemment amené à vous reparler de ce titre d'ici sa sortie. Epic Games a récemment confirmé qu'ils allaient s'atteler à la création d'un nouveau Unreal Tournament qui sera développé à l'aide de l'Unreal Engine 4, dont vous voyez en ce moment le trailer. Pas d'image en revanche de leur prochain jeu, mais de nombreuses infos. Déjà, le prochain Unreal Tournament sera gratuit. Pas free-to-play, ni freemium, ni quoi que ce soit, gratuit. Développé en open dev avec la communauté par une petite équipe de vétérans de la série, Epic Games souhaite expérimenter un nouveau modèle économique. Le jeu servira ainsi de plateforme commerciale où les créateurs de contenu pourront vendre leurs maps, leurs modes et ainsi de suite, Epic touchant une commission en passage. Initié au moment de cette annonce, le développement sera participatif avec un accès gratuit à des forums dédiés et des streams réguliers sur Twitch. Une initiative étonnante, très intéressante, que l'on suivra avec attention. Un peu moins d'un mois avant sa sortie officielle, Wolfenstein The New Order s'est offert un nouveau trailer intitulé Furtivité ou Chaos. Comme son nom le cache assez mal, la vidéo s'attache à illustrer le choix qui sera laissé aux joueurs quant à la manière d'aborder la plupart des situations. Le choix d'une approche furtive donc, faite de couteaux lancés dans le dos, d'exécution discrète, de silencieux vissés sur des armes customisables, de crochetage de serrures, ou encore d'infiltration tirant pleinement parti du level design, manifestement assez ouvert de cet épisode. Ou d'une approche beaucoup plus directe, faite quant à elle d'armes automatiques en dual wield, de grenades capables de détruire certains éléments du décor, de glissades, de flingues complètement aberrants ou encore d'explosions de pastèques. Dans les deux cas, il s'agira de toute façon pour BJ, et on cite ici ce PNJ qui le tire d'un coffre de voiture en début de vidéo, de tuer tous les nazis. Un objectif limpide, qui trahit volontiers un retour aux sources du FPS décomplexé des années 80 complètement assumé, et ce même s'il cohabitera visiblement avec un scénario et un univers très travaillé. Un programme particulièrement enthousiasmant dont on devrait pouvoir constater la teneur véritable d'ici 2 petites semaines. Imaginez un Hotline Miami version John Woo, rendant hommage au gunfight chorégraphié du cinéma hongkongais des années 80-90, dont le à toute épreuve de Mr. Who est incontestablement l'un des fleurons emblématiques, aux côtés du Full Alert de Ringo Lam ou du The Mission de Johnny To. Développé par un créateur indépendant nommé Vresky, The Hong Kong Massacre porte bien son nom et ne fera pas dans la dentelle. Les ennemis exploseront comme des ballons remplis de sang, tandis que le joueur tentera de trouver et d'abattre un chef de triade. Le choix des chapitres sera libre, chaque nouvel indice récupéré sur la planque de sa cible débloquant de nouveaux niveaux. Bien évidemment, le bullet time sera l'une des mécaniques clés du jeu, au même titre que Stranglehold, la suite en jeu vidéo du à toute épreuve de John Woo, que tout le monde a oublié. Mais s'il ressemble terriblement à un DLC de Hotline Miami, on est curieux de voir ce que pourra donner ce Hong Kong Massacre, qui n'en est qu'au début de son développement. The Western Front Armies est le premier standalone multijoueur du jeu de stratégie Company of Heroes 2. Il s'agit quelque part d'un retour dans le passé, le front de l'Ouest simulé étant celui du premier Company of Heroes. 2 nouvelles armées pourront être jouées, les forces US et l'Oberkommando ouest allemand, ce standalone proposant également un nouveau système de progression et pas moins de 31 cartes multijoueurs auxquelles s'ajoutent celles très nombreuses créées par les communautés de joueurs. Un contenu auquel vous aurez accès même si vous n'avez acheté que The Western Front Armies. Donc on va parler un petit peu de ce trailer, Ouais. donc du dernier Call of. Donc il y a quand même des trucs marrants, c'est déjà. Donc c'est un nouveau studio. Donc c'est Sledgehammer Games. Donc c'est un studio qui a été créé en 2009 je crois
par d'anciens développeurs de la série Dead Space. Dead Space, tout à fait. Et donc ils sont barrés de Visceral Games, ils ont créé leur propre studio et ils travaillent depuis quelques temps avec Activision. Donc ils ont bossé sur de précédents Call of Duty en soutien. Et là c'est leur premier jeu développé à part entière, leur premier Call of à part entière. Et ça fait 3 ans qu'ils sont dessus. Et donc il y a un truc qui me fait marrer, moi, c'est vraiment la présence de Kevin Spacey. Donc Kevin Spacey qui joue le rôle d'un président visiblement un petit peu pute sur les bords. Ouais. Et c'est marrant parce que ça fait évidemment référence directement à son personnage dans House of Cards, où il joue, là où j'en suis pour l'instant, il joue le vice-président des États-Unis. Et un personnage un tout petit peu torturé, complètement psychopathe sur les bords, et qui essaye justement de se frayer un chemin au travers des membres de la politique américaine pour obtenir le pouvoir le plus absolu. Et donc le mec est prêt à tout faire pour arriver à ses fins. En gros, c'est un gros bâtard, c'est ça. C'est un immense bâtard. Et visiblement dans le Call of aussi, ouais, il sera pas très sympa. Ce sera plutôt le genre dictateur. Ouais. Bah alors moi je trouve un truc un petit peu dommage, c'est que donc là manifestement il va jouer le rôle d'un méchant dans Call of. Kevin Spacey il a joué d'autres rôles. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il dès le début, dès le trailer, alors que le jeu n'est pas encore sorti, on dise que c'est le méchant. Mais on sait pas trop. Non, mais parce qu'il y a d'autres films où tu savais pas jusqu'à la fin. Ah, c'est vrai, bah, fais gaffe, t'es au bord du spoil pour ceux qui n'ont pas vu les films. On va même pas dire le nom des films, mais vous imaginez à peu près ce dont on parle. Parce qu'en plus, il a joué 2 bâtards absolus dans 2 films cultes. Ouais. Et dans les 2, il était caché, entre guillemets. Il n'y en a pas qu'un. À mon avis, tu penses à celui que je pense, mais il y en a encore un autre. D'accord. Il y en a encore un autre où il était même pas au crédit du film. D'accord, le petit bâtard. Et un autre petit détail assez marrant, il me semble que dans House of Cards, son personnage jouait à des jeux vidéo pour se détendre. Et en particulier, c'était Call of. Il jouait à Call of en multi. Je crois pas que c'était Battlefield, d'après mes souvenirs, c'était Call of. Et donc c'est marrant de voir qu'il y a une espèce de lien comme ça qui s'est créé. Et donc une logique qui va faire plaisir, je pense, aux fans de House of Cards. Et alors concernant le jeu en lui-même, déjà c'est agréable de voir un nouveau studio qui arrive, parce que ça veut dire qu'il y a des chances que on ait du nouveau. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que maintenant il tourne sur 3 studios. Donc il y a Treyarch, il y a également Infinity Ward et il y a Sledgehammer. Et du coup, en termes de nouveau, bon, on voit des images, on a l'impression qu'il y a de l'inspiration à droite à gauche quand même. Ouais, on a vu, il y a du Ghost Recon quand même, oui, clairement, évidemment. Future Soldier, il y a également un petit peu de Halo, il y a des super pouvoirs qui font penser à certains des jeux, enfin du Infamous quasiment à certains moments. Et puis il y a des grosses machines, tu peux penser à Titanfall. Bon, bah, c'est ok. Moi, pourquoi pas, tu vois, là pour le coup, j'ai pas envie de bitcher à l'avance. Pareil, je suis vraiment très curieux parce qu'il y avait des séquences qui étaient plutôt spectaculaires et puis les véhicules ont l'air très très cool, donc on verra. Et a priori, on pourra même upgrader son exosquelette entre les missions. Ouais, donc ça peut être un truc très positif. J'aime bien les exosquelettes. Ouais, c'est cool. Donc toi, par contre, t'aimes pas trop les jeux qui font flipper. Ou au contraire, t'aimes beaucoup. J'adore. En fait. Non, mais en fait, j'adore me faire peur. Vraiment, c'est quelque chose. Mais c'est la vraie peur. T'es pas bien après. J'adore faire ça. Et du coup, bah, on en avait parlé il y a quelques semaines. Tu m'avais parlé de Daylight pour déconner. Tu m'as dit, tiens, c'est toi qui vas faire la critique. Bon, mais finalement, tu me l'as vraiment filé. Donc j'ai fait la critique, bah, tu vas voir ce que ça donne. Je suis une grosse flippette. Je sais bien qu'à première vue c'est difficile à croire, parce que le médoc il en impose. Parce que médoc c'est synonyme d'assurance et même de fertilité dans certains pays. Mais je suis une grosse flippette, et pourtant j'adore me chier dessus. Non, attendez, laissez-moi reformuler cette phrase. J'adore avoir peur, que ce soit devant du film, du bouquin ou du jeu vidéo. What's that? Tant qu'il y a du shaitanisme ou du paranormal glauque à l'intérieur, je prends. Les robes de mariée souillées, les boîtes à musique anxiogènes ou les enfants bizarres sur des balançoires qui chantonnent de la comptine malsaine, je suis complètement client. Du coup, des jeux type Daylight auraient a priori des chances de fonctionner sur moi. Vous incarnez ici Sarah, une jeune femme visiblement amnésique qui se réveille dans un hôpital manifestement abandonné. Sa seule possession est un portable qui lui sert de lampe torche mais aussi de map, afin de s'orienter dans ces dédales générés aléatoirement. C'est d'ailleurs une des features mises en avant par Zombie Studios, le développeur. Concrètement, chaque nouvelle partie propose un layout et des ennemis différents. Le but ici est de collecter un certain nombre de vestiges, des notes en fait, qui racontent en détail ou non les différentes glauqueries qui ont pu se produire en ces lieux. On trouve principalement du rapport médical, avec des patients complètement niqués de la tête qui voient des choses bizarres ou qui se mutilent tout simplement. Lorsque vous avez réuni suffisamment de vestiges, vous devez alors récupérer un fétiche en rapport avec l'histoire sombre de cet hôpital, genre un nounours ou une paire de ciseaux, et le présenter à un portail afin d'accéder à la zone suivante. Pour
Pour se sortir de sa situation toute merdique, Sarah peut utiliser des bâtons lumineux ou des feux de Bengale. Les premiers servent à repérer les endroits d'intérêt. Ils vous indiquent par exemple si ce meuble est susceptible de contenir quelque chose. Les feux de Bengale, quant à eux, gardent les ennemis à l'écart. Ces derniers spawnent de manière plus ou moins aléatoire, avec une chance plus élevée lorsque le nombre de vestiges récoltés est important. Oh, ça. Les chances de rencontre malheureuses sont d'ailleurs signifiées par ce petit indicateur de menace situé en bas de l'écran. Les feux de Bengale sont donc votre seul moyen de défense. Ça, et la fuite bien entendu. Un délire qui rappelle des jeux comme Amnesia, Outlast ou encore le Silent Hill Shattered Memories. Mais le jeu duquel se rapproche le plus d'Elight est sans conteste Slenderman, à l'image de ces documents que l'on doit récolter et de cette dimension track sans relâche. Il en possède également l'intérêt, c'est-à-dire super faible à mon sens. Daylight a été conçu pour proposer une expérience différente à chaque nouvelle partie, mais a oublié de proposer une bonne expérience tout court. On s'ennuie dès le premier run, et le côté excessivement répétitif prend le dessus sur la flip. Cette dernière ne reposant finalement que sur du jumpscare de base. La dimension aléatoire, quant à elle, handicape l'ensemble, et on a l'impression qu'elle a été mise uniquement pour figurer parmi les features sexy sur une jaquette. Une des manières de nous amener à littéralement nous chier dessus est de proposer une histoire qui va de pair avec le level design et le gameplay. Là où un Silent Hill 2 avait par exemple tout compris, Daylight se contente de balancer des bribes de flip qui, isolées, ont un effet très limité. On relève certes l'ambiance sonore plutôt réussie, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour susciter un changement de sous-vêtement quelconque. Donc de la flip de moyenne qualité. Ah ouais, là pour le coup, ouais, je te dis, j'ai pas eu besoin de changer le slip. Hein, donc a priori, c'est pas Ce type, c'est tout de suite d'avion. Ah ouais. Enfin, je change de slip régulièrement. Enfin, c'est une bonne information. Merci, ouais, merci mesdames. Voilà. Je pense et que je porte même pas de slip d'ailleurs. Enfin, vous voyez où on en est avec les classiques du plus, avec un tout petit contenu, c'est bon. Là, on partage des anecdotes très personnelles et qui n'ont absolument rien à voir avec quoi que ce soit. C'est quoi la suite? La suite, alors, donc j'essaye de retenir le nom du jeu depuis tout à l'heure. Ouais. C'est Sayonara Kumihara Kawase. Ouais. Ah, pas mal. Et donc c'est mon 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Ouais. Et là, pour se calmer, j'ai choisi un jeu de plateforme / pêche. Ah ouais, ça, c'est, on est bon aise. Ouais, on est bien. Umihara Kawase est une série de jeux de plateforme mettant en scène une écolière japonaise, Umihara Kawase donc, armée d'une canne à pêche élastique dont elle se sert pour se suspendre aux éléments du décor. Apparue pour la première fois en 1994 sur Super Famicom, la série s'est poursuivie en 1997 sur PlayStation, en 1998 sur PSP, puis en 2009 sur DS. Aucun de ces jeux n'est sorti en dehors du Japon. Mis à part celui qui nous intéresse aujourd'hui, le tout dernier volet de la série, sur lequel les créateurs originels ont travaillé, le programmeur game designer Sakai Kiyoshi et le character designer Kondo Toshinobu. Sorti en juin 2013 sur les 3DS japonaises en version boîte, Sayonara Umihara Kawase vient tout juste de sortir en dématérialisé chez nous. Autant le dire de suite, l'éditeur n'a fait aucun effort pour faire de cette sortie un événement. Le jeu est vendu au prix prohibitif de 25 € et il est en anglais. Autant dire qu'avec ses graphismes PS1 et son gameplay à la fois étrange et exigeant, de nombreux joueurs s'arrêteront au Sayonara pour ne jamais faire la connaissance de Umihara Kawase, ce que l'on peut regretter. Si la série a perdu une partie de son charme 2D initial, son gameplay, lui, est toujours aussi surprenant. Avec sa canne à pêche, Umihara peut projeter sa ligne afin de l'accrocher à une plateforme. Ceci fait, elle peut tendre sa ligne de manière à se propulser dans la direction de cette plateforme. La physique fait le reste et le joueur pourra se balancer, lâcher prise au bon moment pour atterrir comme une fleur, ou au contraire enchaîner les sauts à la manière de Spider-Man. Ce qui nécessitera un peu de pratique, ces techniques étant de toute manière indispensables pour passer le premier boss du jeu. Difficile, le jeu l'est incontestablement. Assez proche dans l'idée du Bionic Commando de Capcom, le titre du studio Agatsuma possède un gameplay moins immédiat, mais plus subtil dans son utilisation de la ligne grappin. On peut ainsi faire du rappel, la tension de la ligne permettant d'exécuter des sauts assez complexes. On notera d'ailleurs que des vidéos tutos permettent de voir comment se termine un niveau donné, la galerie des options décrivant des techniques avancées très utiles. L'inertie du personnage est également prise en compte, et si on se décroche à pleine vitesse, il n'est pas rare de glisser sur quelques centimètres pour atterrir sur des pics. Ce qui nous renverra directement au menu de sélection des niveaux, d'ailleurs d'une laideur absolue.
Petite précision, si le jeu est configuré pour la croix directionnelle, un petit tour par les options permet de jouer à l'aide du stick analogique. Outre l'aspect plateforme du jeu, on pourra aussi collecter des bonus et en particulier pêcher les poissons se déplaçant en dehors de l'eau à l'aide de leurs pieds humains. Ouais, c'est bizarre mais c'est comme ça. L'objectif de chaque niveau consiste à atteindre la porte de sortie le plus rapidement possible, sachant que certains d'entre eux possèdent plus d'une sortie. Du coup, il ne faut pas vous inquiéter lorsque les crédits de fin défilent après avoir terminé le 9e niveau. Le jeu en propose 50 et 5 fins différentes. Outre des costumes et des modes de jeu bonus à débloquer, comme le mode survie où il faudra aller le plus loin possible avec le pool de vie attribué, différents personnages peuvent être sélectionnés à partir de l'option Profile, comme la blondinette Emiko qui peut activer des checkpoints au fil de sa progression, ou Yokoyama Noko qui peut se déplacer lorsqu'on ralentit le temps durant quelques secondes. Sayonara Umiyara Kawase est donc un bon jeu de plateforme puzzle, se destinant avant tout aux hardcore gamers qui auraient grandement bénéficié d'une interface utilisateur digne de ce nom et d'un prix plus attractif. Bon, voilà pour ce 3 minutes pas plus. Donc le jeu a clairement une mécanique qui est plutôt rigolote, avec ce système de canne à pêche qui te permet en fait de te balancer de plateforme en plateforme, et le fait de pouvoir tirer également et de pêcher des poissons qui se baladent hors de l'eau. Donc c'est assez surprenant, c'est assez barré, c'est plutôt sympathique sans être absolument tombé sur le cul. D'accord. Mais c'était un vrai 3+. Celui-là il avait vraiment un Peggy 3+, etc. Ouais. Donc j'étais assez fier de mon choix. Exactement. Ah, c'est bien ça. Bah voilà pour ce mini 18+, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau classé 18+, et cette fois-ci il y aura plus de contenu, on devrait avoir la critique de Wolfenstein The New Order, on aura également, je sais plus ce qu'on aura, on aura pas mal de choses en tout cas. Ouais, et surtout, pas de Watch Dogs pour l'instant. Watch Dogs, non, pas tout de suite, c'est fermé. Donc on a encore le temps pour la critique. Ouais, et là, comme on avait fait un gros reportage il y a 15 jours, on va calmer un petit peu, puis on va attendre maintenant le jeu, parce que je pense qu'il est temps de donner son avis sur le jeu et d'arrêter de balancer des features, avancer et tout ça. C'est sûr. Et puis, je sais pas si on le dit maintenant, ou parce que c'est un peu particulier pour le prochain classique du plus. Ah, c'est le prochain carrément? Ouais, c'est le prochain. Ah merde. Vous savez ce que c'est le prochain? C'est la 100e. C'est la 100e. C'est la 100e, c'est pas Attention. mal. Ça fait quand même un bail qu'on fait cette émission du coup. Ah ouais, putain. Attends, Donc on va voir, on n'a pas encore réfléchi à un concept particulier. Mais ça va être crazy. Ça Ouais. par contre, non mais ça par contre, vous Ça pouvez en va. être sûr, ça va être crazy. Fais-moi confiance, faites-moi Crazy, mais confiance. prononcé à la japonaise. Exactement, Ah, en putain. crête ta canasse. Ah ouais, Fou t'inquiète. en live. Bravo. Ciao tout le monde. Ciao.